Bonjour à tous, on va commencer tout doucement. Aujourd'hui, nous allons parler des nanoparticules de titane et de microplastiques dans un environnement aquatique naturel, la rivière Thur. Donc, la rivière Thur prend sa source dans le massif vosgien. Elle est longue de 53 km, si je ne dis pas de 54 km, et se jette dans l'île au niveau de la commune d'Ensisheim. Donc, nous allons discuter avec Madame Gaetana Quaranta, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, à l'école et observatoire des sciences de la Terre. Et ensuite, nous parlerons un petit peu avec son élève Clémence Henry, qui est étudiante en master et qui va nous parler d'un projet parallèle qui s'appelle le projet Microsealer, infiltration des microplastiques en station d'épuration. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici. Donc, je m'appelle Gaetana Quaranta et aujourd'hui, avec Clémence, nous allons vous parler à la fois des nanoparticules de titane et des microplastiques dans un environnement naturel qui est l'eau douce ou l'eau marine pour le projet de Clémence. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais essayer de me présenter un petit peu. Donc en fait, j'ai commencé ma carrière au laboratoire des ponts et chaussées à Nantes, où j'ai travaillé sur les pollutions des routes et j'ai essayé d'étudier les impacts environnementaux des routes sur l'environnement. Quand je suis arrivée à Strasbourg, le thème a changé et nous nous sommes intéressés aux lagunes méditerranéennes et aux pollutions des lagunes méditerranéennes. Et ce que vous voyez sur la diapositive, la première photo du haut, c'est la lagune de Nador. Et nous avons étudié la pollution des métaux lourds et des pesticides dans cette lagune. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, nous avons obtenu un projet en Algérie. Nous avons travaillé à ce moment-là sur les traitements de bouts de pétrole dans le Sahara algérien, puisque nous nous sommes aperçus que les nappes phréatiques du Sahara étaient polluées et la pollution venait justement de l'exploitation du pétrole et des traitements de bouts de pétrole. Donc nous avons travaillé sur ce point-là. Ensuite, j'ai collaboré avec l'Université de Séville pour travailler sur un cours d'eau qui s'appelle le Rio Domingo. Et à ce moment-là, les pollutions étaient essentiellement liées aux cultures. Vous savez qu'il y a énormément de cultures et d'agriculture dans la région andalouse. On utilise des serres, mais on utilise aussi des pesticides. Donc notre objectif était de voir un peu le devenir de ces pesticides et le risque que ça encourait. En 2010, j'ai commencé à travailler sur les nanoparticules. Et j'étais à ce moment-là expert auprès de l'ANSES, qui est l'Agence nationale pour la santé environnementale, mais exactement qui s'occupe des risques sanitaires et alimentaires aussi. Donc on a travaillé sur ces nanoparticules. Et à l'heure actuelle, on mène de front une étude sur les nanoparticules et les microplastiques, mais on s'occupe également des impacts liés au démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim, que vous connaissez sans aucun doute, et des extractions de lithium dans le Bas-Rhin. Donc ça, c'est juste pour vous faire un petit peu mon curriculum en abrégé. Mais je voudrais signaler que sans les étudiants, sans les doctorants, sans les masters, sans tous ces gens qui sont autour de nous, on ne ferait pas beaucoup de recherche. Donc, c'est parce qu'on doit courir après les contrats, essentiellement. Mais donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Clémence de m'accompagner pour cette présentation. J'espère que tout fonctionne, non? Ah, j'ai dû faire une bêtise. Je pense que c'est marrant ça.
Je pense que j'ai dû faire Enter et puis... Ah, ça me voilà. Ah, c'est bien. On va prendre direct celle-là. Voilà. Là ? Oui, ici. Et en mode, comme tout à l'heure, présentation. Voilà, merci beaucoup. On y retourne. Merci. Donc, je laisse la parole un peu à Clémence pour se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Clémence Henry. Donc, mon curriculum est un peu plus court. J'ai fait tout d'abord une licence de 2019 à 2022 en sciences de la Terre à Strasbourg. Ensuite, je suis partie une année en Irlande et en Grèce afin de faire un stage de recherche dans les microplastiques. Et ensuite, là, je suis revenue sur Strasbourg pour continuer en master en ingénierie pour les géosciences et l'environnement à l'EOST. Et donc, actuellement, je suis aussi en stage avec Madame Caranta sur l'analyse des microplastiques dans la vallée de la Thur. Voilà. Et donc, je vous présenterai le projet que je porte maintenant depuis fin 2020, qui s'appelle MicroSealer, donc un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Merci. Alors, lorsqu'on parle de nanoparticules, on parle d'infiniment petit. Alors, infiniment petit, ça veut dire que ce sont des particules, ce sont des objets qui ont 10 puissance moins 9 mètres. Si vous prenez votre cheveu, un de vos cheveux, vous voyez qu'il fait 80 000 nanoparticules, nanomètres, pardon, 80 000 nanomètres. Si vous prenez une feuille de papier, la feuille de papier fait 100 000 nanomètres. Mais si vous descendez dans l'échelle, si vous regardez votre hémoglobine, vous voyez qu'elle fait 5 nanomètres. Donc nous, on est à ces échelles. On est à ces échelles de nanomètres. Alors vous comprenez bien que quand on est à l'échelle nano dans l'environnement naturel, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est les détecter. Et c'est vraiment, c'est relativement compliqué. Cependant, il faut s'imaginer que les nanoparticules existaient déjà au IXe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Ils utilisaient déjà les nanoparticules pour la cosmétique et pour colorer les poteries. Et c'est seulement en 1857 que Faraday, qui est physicien, a travaillé sur la nanotechnologie. Et on a commencé à parler de nanotechnologie. Mais bien sûr, comme les particules sont très petites, comme il y en a infiniment, il va falloir se mettre d'accord sur des définitions. Donc, il y a des définitions qui ont été mises au point, et on a une définition qui est normalisée et qui nous dit qu'on parle d'un objet à l'échelle nano si les 3 dimensions sont inférieures à 100 nanomètres. Alors, quand on va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les gens parlent de nanomatériaux, et dans nanomatériaux, ils englobent un peu tout. Alors, qu'est-ce que ça peut être un nanomatériau ? C'est une nanoparticule, donc ça peut être une nanoparticule libre, ça peut être une nanoparticule qui s'est agrégée avec d'autres nanos du même type, on parle d'homo-agrégation, mais ça peut être des nanos qui s'agrègent avec des particules extérieures qui ne sont pas de la même famille qu'elles, c'est donc de l'hétéroagrégation. Ces nanos, elles peuvent aussi se situer sur d'autres matériaux. Et donc à ce moment-là, on parle de matériaux qui contiennent des nanoparticules. Ou alors, on a des matériaux qui sont structurés à l'échelle nano. Pour donner un exemple, si vous prenez un téléphone portable, comme maintenant tout le monde a des téléphones portables, vous verrez que je vous dis que dans vos téléphones portables, vous avez des nanoparticules d'argent, des nanoparticules de platine, des nanoparticules d'or. Donc, le matériau est structuré. Alors, la taille, c'est quelque chose de très important pour comprendre la nano, mais il n'y a pas que la taille. Il y a aussi la composition chimique de la particule.
Ça peut être un métal, ça peut être un polymère, ça peut être une biomolécule. On a aussi la forme qui est importante. On a des particules qui sont sphériques. On en a d'autres qui sont en forme de tube. Par exemple, j'ai un collègue qui travaille sur les nanotubes de carbone, mais ces nanotubes de carbone véhiculent les thérapies pour les chimiothérapies. Donc, on a deux choses dans ces nanos. On a des points positifs que peuvent faire les nanos et on a des points négatifs qui affectent l'environnement. Et il faut toujours avoir à l'esprit ces choses-là. On ne doit pas être ou tout blanc ou tout noir. Il faut avoir à l'esprit que les nanoparticules peuvent nous apporter énormément de points positifs, comme elles nous apportent des points négatifs. Alors, en dehors de la forme, de la composition chimique, on a aussi l'origine qui distingue la nano. On peut avoir des nanos qui sont tout à fait naturels. Vous prenez une cendre volcanique, eh bien, c'est naturel, c'est à l'échelle de nano. Vous prenez une argile, vous avez des nanoparticules, ce sont des colloïdes, donc pareil, naturel. Et puis, on a les nanoparticules manufacturées, produites. Et ça, on va avoir, au niveau de la vallée de la Ture, au niveau de Vieux-Thann, on va voir une usine qui fabrique ces nanoparticules de titane. À l'heure actuelle, l'usine s'appelle Tronox. Avant, c'était Crystal Millennium. Alors, je peux citer facilement l'usine puisque j'ai collaboré avec eux. Hein. Ils connaissent ces résultats. Alors, vous vous êtes aperçu avec ce que j'ai dit que vous êtes entouré de nanoparticules. Donc, vous en avez dans les dentifrices, du nanoparticule de titane, c'est pour ça que votre dentifrice est blanc. Vous en avez dans les crèmes solaires. Plus vous mettez une crème solaire avec un indice élevé, 50+, par exemple, plus vous avez de nanoparticules de titane. On verra pourquoi. Vous en avez dans les bonbons, dans les friandises, dans les chewing-gums. Si vous mangez des Mentos, eh ben, c'est entouré de nanoparticules de titane. Vous en avez dans les cosmétiques. Alors évidemment, ça a posé problème. Ça a posé problème au niveau du public, du grand public. Et ça a posé problème en France. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dès 2009, on a eu le débat public dans toute la France, dans tout le pays. Toutes les régions se sont réunies et on avait des débats publics sur ces nanos. Pourquoi le débat public? Parce que c'était, est-ce que c'est un progrès technologique et on ne peut pas faire autrement? Est-ce que ça présente un risque environnemental, un risque pour la santé humaine? Donc on essayait d'avoir des réponses. Alors, la conclusion, c'est qu'on n'a pas eu de réponse claire. On n'a pas eu de choses satisfaisantes à la suite de ce débat public qui a duré 1 an. Mais par contre, il y a eu quelques interdictions sur certaines nanos. Donc, interdiction d'utilisation de certaines nanos. Donc, en ce sens, on a fait un petit progrès. Alors, quand on prend une nanoparticule manufacturée, c'est-à-dire celles qui sont produites, non naturelles, c'est celle qui m'intéresse, je vois qu'elle a une vie. Elle a ce qu'on appelle un cycle de vie, cette nanoparticule. D'abord, elle est produite, ensuite, elle est transformée, utilisée, et ensuite, elle va en fin de vie. Alors, je prends un exemple. Si vous avez un tube de crème solaire, vous avez utilisé votre crème solaire, elle a été produite, enfin, la nano a été produite, le nanotitane, il a été incorporé dans une matrice qui vous a donné cette crème, et vous l'avez utilisée. Donc vous en avez mis sur votre corps, vous êtes allé vous baigner, ou à la mer, ou à la piscine. Vous avez donc enlevé votre crème, elle s'est retrouvée dans les eaux naturelles, lacs ou mer. À la fin de la vie, bon, alors après, elle a un devenir. À la fin de la vie de votre tube, qu'est-ce que vous en faites quand vous n'avez plus de crème? Vous le jetez. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, derrière? Est-ce qu'il y a un système de recyclage du tube? Est-ce qu'il y a un système de nettoyage du tube? Que deviennent ces nanoparticules? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Et si je vous ai mis cette
petite image, avec ce dessin, vous voyez qu'il y a plein de points d'interrogation. Ça veut dire que j'ai des nanoparticules dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment je fais pour deviner ce qu'elles deviennent? Si ces nanoparticules vont retomber dans l'eau, ou je vais aller moi-même me baigner, qu'est-ce que ça va devenir? Au niveau de l'eau, de la qualité de l'eau, au niveau des poissons, au niveau des espèces qui sont dans l'eau. Et puis ça va communiquer avec le sol, avec les bords. Donc je vais avoir des sols qui vont être aussi contaminés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas encore, enfin on n'arrive pas, on arrive, mais bon, on se pose encore énormément de questions. Et on a encore beaucoup d'incertitudes. Donc ces incertitudes, on se demande pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant d'incertitudes? En fait, d'abord, parce qu'on n'a pas des méthodes standardisées d'analyse. Ça veut dire, on ne vous donne pas la recette de cuisine pour savoir analyser vos particules. C'est à vous de voir comment vous allez faire avec la matrice que vous avez en main, avec le sol, avec le sédiment ou avec l'eau, ou avec les particules collectées de l'atmosphère. Deuxième point, il n'y a pas beaucoup de mesures de concentration de ces particules dans le milieu naturel. Quand les chercheurs travaillent, ils travaillent en laboratoire. Ils font des colonnes, ils simulent des choses avec de l'eau, avec des billes de verre pour simuler un sable, ou alors ils prennent le sable de Fontainebleau que l'on connaît très bien, ou un sol avec des argiles que l'on connaît très bien. Mais dans le milieu naturel, avec les terres qu'on a dans le milieu naturel, ou l'eau de la Ture, par exemple, on n'a pas. On a très peu de publications là-dessus. Donc c'est en cela que ça constituait un petit peu une nouveauté. Deuxième incertitude, les études écotoxicologiques. Quand les écotox font des études, ils font des études à court terme. Or, ce qu'il faudrait, c'est voir des expositions sur un long terme. Un long terme, ça veut dire plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est de voir ce que ça donne sur le long terme, avec des faibles doses, des petites doses. Donc, suite à ça, évidemment, les nano-TiO2, c'est du dioxyde de titane, le TiO2, nous a intéressés. Donc, c'est un métal, c'est un oxyde de métal unique et il est rattaché à... Alors, on a du titane et on a de l'oxygène. Et je voulais vous montrer cette photo parce que là, vous voyez sur votre gauche, vous avez une photo qui a été prise au microscope et que l'on a prise au microscope électronique pour voir cette nano. Et là, vous êtes à 5 nanomètres. Donc, vous imaginez, c'est une particule qui a été fabriquée par l'usine dont je vous ai parlé et on a réussi à la visualiser. Donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, dans les cosmétiques, dans les crèmes, les dentifrices, etc., on a ces nanoparticules de titane. Et cette photo, elle n'est pas de moi, je l'ai prise. Donc, on voit ici qu'on a différentes couches de crème solaire. Quand on est à 195 nano, là, on voit que c'est très, très blanc. Et plus on descend en taille, plus c'est transparent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis des nanos très, très petites dans les crèmes solaires? Je vous pose la question. On aurait pu rester à la microparticule. Peut-être c'était moins dangereux. Mais non, on est descendu jusqu'à l'échelle nano, jusqu'à du 10 nanomètres. Eh bien, pour être beau. Eh ouais. Pour qu'on soit beau sur les plages, pour qu'on soit beau à la piscine et qu'on ne ressorte pas comme un clown avec ce visage blanc de crème solaire. Donc, on a mis des nanoparticules. Là, on peut se poser la question, est-ce utile ou non? Mais je ne réponds pas, je vous laisse répondre tout seul. Donc, la taille, j'ai une particule primaire, toute petite, et cette particule, elle va alors je dis se coller.
s'agréger. Normalement, on dit pas se coller. Hein. Elle va s'agréger à d'autres nanoparticules de titane par des forces très faibles. Donc là, on va parler d'un agglomérat. Mais quand elles s'attachent entre elles avec des forces très, très fortes, alors on parle d'agrégat. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que dans l'eau de la rivière, peut-être que je vais avoir une différence sur ce que la particule devient si elle s'attache faiblement ou si elle s'attache fortement. Et je vais devoir réfléchir à comment elles s'attachent entre elles, mais comment elles s'attachent aussi avec d'autres particules des eaux de rivière. Parce que, vous voyez, quand vous observez une rivière, on a des particules en suspension. Ça peut être de la matière organique, ça peut être d'autres choses. Mais ces particules, ces nanos, vont avoir une force d'attraction entre elles. Ça s'appelle de l'homoagrégation, et avec les autres, c'est de l'hétéroagrégation. Et tout ça, ça va nous permettre de voir le devenir de cette nano dans la vallée, enfin dans la rivière. Alors, comment je vais faire pour analyser le devenir d'une nano dans une rivière? J'ai deux possibilités. Ou je fais des analyses, donc ça s'appelle une approche analytique. Et là, je vais prendre des échantillons. Donc je vais aller le long de la Ture, je vais prendre l'eau, je vais prendre les sédiments, je vais prendre les sols. Et je vais faire après des expériences en laboratoire. Mais j'ai une autre possibilité, c'est une approche par modélisation. Et là, ce sont que des mathématiques. Alors nous, on a fait les deux. On a fait l'approche analytique, on a trouvé des paramètres qu'on a insérés dans nos modèles et on a fait des modèles mathématiques. Ici, je ne veux pas faire de mathématiques. Donc avec vous, je vais vous parler juste de l'approche analytique. D'abord parce que les mathématiques, c'est un peu... ouais, voilà. Et on va faire l'approche analytique. Et là, vous voyez, je vous ai mis qu'on va travailler à l'échelle du site de production. Ça s'appelle une échelle de site spécifique. Et on va regarder le site de production et le traitement de leurs déchets. Alors, on va se placer dans la vallée de la Ture. Là, voilà. C'est un bassin versant qui fait 270 km² et il est drainé par une rivière, comme vous l'a dit ma collègue. C'est une rivière qui fait 54 km de long. Vous voyez la photo. En plein milieu de la photo, il y a le site de production de ces nanoparticules. Donc ça, c'est l'usine Tronox. Et je vous ai représenté par une étoile mauve vraiment le site de production. Donc vous voyez, c'est à Vieux-Tannes. Et vous avez sur la diapo une partie de la rivière qui est marquée en bleu accentué. Ça va être toute notre zone d'étude. Alors, en fait, on va essayer de regarder la zone d'étude en amont et en aval du site de production pour voir un peu ce qu'on trouve. Alors ça, c'est un focus, c'est un zoom, si vous voulez, sur la portion de rivière que l'on va observer. Et la flèche, elle vous indique le sens de l'écoulement de l'eau. Ensuite, la partie orange, c'est la partie production et la partie traitement de déchets. Pour ceux qui connaissent Vieux-Tannes, le traitement de déchets, c'est la zone de l'Oxenfeld. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais enfin voilà. Et la partie en vert, c'est une zone qui est protégée, une zone naturelle protégée. Alors, ici, je vous ai représenté deux photos. Sur la photo qui est à votre gauche, en haut, on a un point qui est le lien entre le canal usinier, parce qu'il y a en pointillé, là, je ne sais pas si on le voit très très bien, entre le premier T qui est dans la zone orange et le deuxième T qui est sur la rivière, vous avez des pointillés. Ça, c'est un canal usinier qui draine toute la vallée de la Ture, mais dans cette partie, le canal, il est souterrain. Ce qui veut dire
que quand on descend, quand on va un peu vers le sud, on a le contact entre le canal usinier et la Ture. Et c'est la photo que vous voyez avec mon étudiante qui est en plein milieu. Ce n'est pas Clémence, c'est une autre étudiante. Mais on a là la jonction. Et on est allé faire des prélèvements sur cette jonction pour voir un petit peu comment ça se mélangeait, les eaux du canal usinier, où on a vraiment des nanos, et les eaux de la Ture. Ensuite, si vous allez un petit peu en aval, vous voyez le site de traitement de déchets. Il y a deux choses qui sont indiquées. Il y a le NN et le NNR. Le NN, ce sont les rejets de la production, le traitement des déchets de la production. Le NNR, ce sont des traitements des eaux qui ont ruisselé et qui sont arrivés là. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. De l'usine, on a des canalisations souterraines qui partent jusqu'à l'Oxenfeld. Ce sont essentiellement des effluents acides. Ces effluents acides sont traités par de la chaux et après traitement, on estime qu'on peut relarguer les eaux dans la rivière parce que ça a été traité. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Pourquoi? Parce que quand on rejette de l'eau dans la rivière, on vérifie l'acidité de l'eau, le pH, on vérifie la turbidité, je vais vous en parler, et on vérifie donc pH, turbidité et conductivité. Alors, je vais vous dire ce que c'est après. À partir du moment où ça, c'est normé, où ça respecte une valeur seuil, alors on peut rejeter. C'est pareil si vous allez sur le site de production au point T, dans le orange. Sur le site de production, il y a un bassin de rétention des eaux. Ça veut dire que les eaux de l'usine, les eaux de rejet, vont dans ce bassin. Ce bassin est surveillé. S'il est à bonne température, s'il est à bon pH, à bonne conductivité, on rejette. On rejette dans le canal usinier qui ensuite va aller dans la Ture. Ou alors, si ce n'est pas bon, de ce bassin, eh ben, ça va sur le traitement des déchets, sur l'Oxenfeld. Et là, on le traite à la chaux. Donc, logiquement, les gens qui produisent font des mesures et vous disent « mais nous, on respecte les normes ». Mais oui, bien sûr, ils respectent les normes, sauf que le titane, il n'est pas normé. Les nanoparticules de titane, il n'y a aucune norme dessus. Donc, c'est des nanos, elles peuvent être dans les eaux, on ne les voit pas, et elles peuvent être rejetées. Alors, je tiens à préciser que tout ça, ça a été fait en accord avec les gens du site de production. Hein. C'était vraiment une collaboration, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Alors ici, vous avez des points. 1, 2, 3, 3', 4, 5. Ces points, ce sont les points où on est allé pour prélever. On a prélevé l'eau et on a prélevé les sédiments. On l'a fait à toutes les saisons, plusieurs fois par saison. Et après, on a moyenné par saison. On a fait les moyennes de ce qu'on trouvait. Et quand on est sur le site, qu'est-ce qu'on fait? On mesure le pH, on mesure la température. Le pH, ben, ça sert... Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes scientifique ou pas. En tout cas, le pH, ça sert à mesurer l'acidité de l'eau, si c'est acide ou si c'est pas acide, basique. Ensuite, on mesure la conductivité. La conductivité, c'est la capacité de l'eau à laisser passer un courant électrique. Et on remarque que plus une substance est acide ou plus elle est basique, plus il y a d'ions. Et plus il y a d'ions, alors plus la conductivité sera élevée. Et on regarde ça pour voir un petit peu la quantité d'ions, si vous voulez, en quelque sorte. Ensuite, on va mesurer la turbidité. Qu'est-ce que c'est la turbidité? Est-ce que l'eau, elle est trouble ou est-ce qu'elle n'est pas trouble? Voilà. Donc ça va nous permettre de comprendre
si ces nanoparticules dans l'eau vont se dégrader, comment elles vont réagir avec le milieu physique, avec les caractéristiques de la rivière. Est-ce qu'il y a un lien entre ces particules et les caractéristiques de la rivière? Ben pour ça, on est obligé de passer quand même en labo. Et quand on arrive en labo, nous, on travaille avec les eaux de la Ture, pas avec des eaux volviques ou cristallines. Non, on prend les eaux de la Ture et on a deux passages. On a l'acidification, on acidifie d'abord. Ensuite, on va filtrer. Ce filtre, on va l'observer au microscope. Et on va faire de la chromatographie. Alors, je vais vous dire, après, je vous expliquerai tout ça. Deuxième possibilité, donc là, c'est surtout le filtre qui nous intéresse, et puis on va doser le carbone organique, etc. Ensuite, on va avoir une autre possibilité, on va acidifier, on va évaporer, on va faire une digestion acide, et ensuite, on va analyser par un outil qu'on appelle l'ICP-AES. Donc maintenant, tous ces termes-là, ce n'est pas si dramatique et ce n'est pas si compliqué. C'est de la technique. Alors, je vous ai montré, pour vous montrer un peu comment on travaille, on a deux types de microscopes. Enfin, du moins, nous, on a utilisé deux types de microscopes. Après, il y en a plusieurs. On a le microscope électronique à balayage, c'est celui que vous avez en bas à droite. Ce microscope, il va vous permettre de regarder la surface de la particule. Comment elle est, cette surface? Elle est lisse, elle est rugueuse. Pourquoi je regarde ça? Parce que c'est peut-être en lien avec l'attraction que ça va avoir et avec les possibilités, avec les forces que ça va avoir avec les autres particules. Donc je regarde ça. En haut, à gauche, vous avez le microscope électronique à transmission. Lui, il est super. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de descendre à une taille de 0,08 nanomètres. Et là, la microscopie à transmission, elle nous fournit énormément de détails. Et ces détails-là, on les voit en microscopie. Donc là, vous avez l'analyse, le même point en microscopie à transmission. Vous voyez les 5 nanos, c'est en haut à gauche. Et vous avez la microscopie à balayage qui est en bas à droite. Et vous allez me dire, et c'est quoi ces traits rouges que je vois au milieu? En fait, les microscopes, qu'ils soient à balayage, qu'ils soient à transmission, on va toujours les coupler avec une autre technique qui s'appelle la diffraction au rayon X. Et ça, c'est une technique qui va me parler de la cristallinité du matériau. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai effectivement dans ce matériau? Et là, sur mon schéma, je vois deux pics importants. Je vois le titane à gauche, ben super, hein. Je suis contente parce que c'était vraiment la particule que je voulais observer. Oui, mais on a eu un problème, on a du fer. Et on s'est dit, et ça vient d'où? Et en fait, qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, c'était la particule qui était collée à la coupelle, on décelait la coupelle de fer, la coupelle où on avait posé nos lames. Et c'est pour ça que ça sort. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le titane. Et moi, je ne vous parle que de titane. Mais en fait, il y a différentes formes de titane. Et là, c'était de l'anatase. Mais ce n'est peut-être pas important ici de savoir exactement. Bon, bref. Donc, on a vu ce titane. Après, nos échantillons d'eau, on les a passés à l'ICP. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de la spectrométrie d'émission atomique à plasma inductif. Et ça va nous permettre de voir tous les éléments qui sont dans mon échantillon d'eau. Je peux avoir des métaux, je peux avoir des non-métaux, je peux avoir aussi des oligo-éléments. Et en fonction de l'étalonnage que je vais faire, je vais voir ce que je vais détecter. Alors tout ça pour me conduire à quoi? Tout ça pour me conduire, en fait, à quantifier les concentrations du titane dans les eaux de la Ture. Alors là, moi, je vais vous faire remarquer plusieurs points. Après, les analyses, elles sont plus poussées. Mais si vous allez au point T, c'est celui qui est en bas à gauche. Au point T, ce que je vois, c'est que je suis quasiment
à 725 microgrammes par litre de TiO2, de dioxyde de titane dans les eaux. Pourquoi j'en ai autant? Mais parce que là, je suis vraiment sur le site de production et je suis allée échantillonner dans l'usine vraiment à leur point de rejet. Donc là, j'ai la quantité que l'usine rejette, ce qu'elle peut rejeter. Maintenant, si je grimpe, je vais aller en amont. Je vais tout en haut, je vais au point 1. Et là, je vois que j'ai quand même du dioxyde de titane. Mais là, je suis à 12 à peu près, 12,3 microgrammes par litre. Ça, c'est pas du titane manufacturé. Ça, c'est des titanes naturels. Pourquoi? Parce que dans la vallée de la Thur, la seule usine qui produit des nanoparticules de titane, c'est Vieuxtane, c'est Tronox. Donc, ça ne peut pas être des titanes manufacturés. En plus, si je les regarde au microscope, j'ai une différence nette entre ces titanes et les titanes manufacturés. Alors, je peux me dire, bon, là j'ai T, j'ai le 1, maintenant je vais regarder ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, c'est que quand j'arrive au point numéro 4, le point numéro 4, c'est justement le contact entre le canal usinier et la vallée et l'eau de la Thur. Au point numéro 4, je suis dans les 50 microgrammes par litre. Ça veut dire que je suis quand même, je n'ai pas que des titanes naturels là. J'ai autre chose aussi. Et pourtant, ils sont passés dans le canal usinier, donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le canal usinier. Il y avait des rejets, il s'est passé forcément quelque chose dans ce canal. Alors je dis il s'est passé forcément quelque chose, moi je sais qu'il s'est passé quelque chose parce qu'on l'a modélisé et on a très bien vu comment les nanoparticules s'agrègent et comment elles se retrouvent à ce point numéro 4. Et après, quand vous allez vers l'aval, que vous voyez le NN et le NNR, vous voyez que le NN qui est le rejet de la production, il est lui aussi aux environs, alors je vois très mal parce que j'ai des problèmes en ce moment avec mes yeux, mais il est au niveau de 50 lui aussi, microgrammes par litre, alors que le NNR, qui était de la lixiviation, plutôt du lessivage, on est au niveau de 27. Donc ça veut dire que de toute façon, je vais avoir une migration de ces nanoparticules dans l'eau de la Thur. J'en retrouve et elles vont avoir un devenir et elles vont agir sur le milieu. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du point 4, c'est-à-dire au niveau de la confluence, j'ai environ 400% de titane en plus par rapport à l'amont. Au niveau du point 5, quand je vais vers l'aval, j'ai 50% de titane en plus. Maintenant, ce qui nous a intéressés, c'est voir ce qui se passe entre l'eau et les sédiments. Parce que vous savez que dans un lit de rivière, il y a des dépôts. Alors nous, dans la Thur, on a encore plus de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement du sable. Donc c'est encore une autre approche pour l'analyse. Mais on s'est aperçu, et ça on a fait des études en labo, que ça dépend, la répartition entre l'eau et les sédiments dépend de l'état d'agrégation. Ça veut dire comment elle s'agrège, qu'est-ce qui se passe. Alors je vois qu'au point T, je n'ai pas beaucoup de cations, ça veut dire des ions plus, enfin des molécules en plus. Donc je vais avoir un transport qui va se faire. Alors qu'au point NN et NNR, où j'ai de fortes concentrations en cations, je vais avoir une sédimentation. Les nanoparticules, elles vont se déposer. Alors nous, on a eu 6 années d'études sur ces nanoparticules de titane. 6 années d'études, ça veut dire qu'on en a fait des échantillons, on en a fait des analyses, et on a regardé aussi les effets que ça avait sur les espèces, pas aquatiques, mais terrestres. On est allé voir un petit peu combien de temps pouvaient rester les nanos dans un sol et comment elles pouvaient impacter les espèces terrestres.
Donc tout ça, ça a été dans une thèse. La Terre, les parties sols, ça s'est retrouvé dans la thèse de Aurélie Schulz, qui a soutenu en 2018, alors que tout ce qui était eau, agrégation, ça s'est retrouvé dans la thèse de Véronique Adam en 2015. Maintenant, en réfléchissant et en ayant un peu de recul, on s'est dit, OK, les nanoparticules, on a vu, elles s'agrègent entre elles s'agrègent avec de la matière organique, avec des argiles. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai des microplastiques dans la nature? Est-ce que les nanoparticules vont voyager plus loin, plus vite, vont s'agréger mieux ou moins bien si elles se rattachent à des microplastiques? Pourquoi cette idée? Parce qu'on a des chercheurs en Chine, qui ont travaillé sur des métaux lourds, pas sur des nanos, mais sur des métaux lourds. Et ils ont remarqué que les microplastiques véhiculaient ces métaux lourds. Et ça allait plus vite. Alors, si ça marche avec les métaux, comme le cuivre, le plomb, les métaux lourds, est-ce que ça peut marcher avec des nanos? Et donc ça, ce sont nos perspectives de recherche avec Clémence, mais aussi avec d'autres étudiants pour la suite. Et on va continuer dans la vallée de la Thur et on va continuer nos prélèvements et nos analyses. Après, je vais laisser la parole à Clémence parce qu'elle va vous parler d'un projet et on va essayer de voir si on a des perspectives de réduction ou de solution de microplastiques dans les eaux naturelles. Donc, en réponse à cette problématique des microplastiques, fin 2020, j'ai décidé un peu de me mettre au défi de pousser la réflexion et de créer un projet autour de cette pollution plastique, un projet technique et entrepreneurial. Et c'est ainsi qu'est né le projet Microsealer que je vais vous présenter tout de suite. Alors déjà, que diriez-vous pour commencer cette présentation de partir en voyage en Grèce ? Ça ne marche pas. Voilà. Alors ça, c'est la Grèce de notre imagination. C'est des plages de galets, de l'eau cristalline, du soleil à volonté. Mais en réalité, la Grèce, c'est ça. Voilà. C'est du plastique à volonté. Alors, comme on peut le voir sur ces images, donc, il y a des bouteilles en plastique, tout un tas de matériel de pêche, des cagettes, des seaux, enfin bref, un amas de plastique. Donc, si vous êtes amateur de seconde main, je pense que c'est la destination de rêve. Donc, finalement, cette pollution plastique, elle représente la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a un autre type de pollution, donc, qui est tout aussi alarmant mais invisible, qui est présent dans nos eaux naturelles, et à savoir les microplastiques. Donc, selon l'Ifremer, en 2022, les microplastiques, ils seraient à plus de 24 000 milliards de particules dans nos océans, avec déjà des conséquences détectées chez plusieurs espèces animales. On note notamment des dérèglements hormonaux, des problèmes de reproduction, un appétit réduit ou encore des intoxications dues aux additifs présents sur certains plastiques. Alors, des microplastiques ont également été détectés dans nos organismes. Donc, on en a détecté dans les poumons, le foie, la rate, les reins, mais également dans le placenta de fœtus ou encore, plus dernièrement, dans le sang de donneurs aux Pays-Bas. Alors, avec le peu de recul qu'on a aujourd'hui, il est difficile d'affirmer les conséquences concrètes sur notre santé, mais elles sont pas à exclure, étant donné que l'on ingère en moyenne par semaine l'équivalent d'une carte bancaire de plastique, donc à peu près 5 grammes. Donc, les microplastiques, il y en a deux types. Il y a tout d'abord les microplastiques secondaires, donc qui sont issus de la dégradation d'un macroplastique, mais il y a aussi les microplastiques primaires qui, eux,
arrivent dans l'environnement directement sous la forme d'un microplastique. Donc eux, ils viennent de notre activité anthropique, à savoir les lavages textiles, l'abrasion des pneus, les peintures urbaines ou encore même les poussières urbaines. Et donc environ par an, c'est 1,5 million de tonnes qui sont rejetées dans nos océans mondiaux. Donc pour vous donner une image, c'est 580 fois le poids d'un éléphant d'Afrique chaque jour qui sont rejetés dans nos océans. Donc vous pourriez vous dire, tous ces plastiques, finalement, ils sont rejetés dans nos eaux pluviales, nos eaux usées, donc traités en station d'épuration. Donc finalement, il n'y a pas de problème. Vous auriez à moitié raison, parce que 98%, c'est le taux de rétention des microplastiques en station d'épuration. Mais si on se réfère en termes de chiffres et non de pourcentage, une étude réalisée en 2018 au Havre a montré qu'il y a plus de 300 millions de microplastiques qui, chaque jour, sont rejetés en rivière. Et selon une étude que j'ai réalisée à la station d'Arenheim autour de Strasbourg, c'est plus de 13 millions de microplastiques qui, chaque jour, sont rejetés dans le canal de la Bruche. Donc, finalement, pour répondre à ce problème, il a fallu imaginer une solution. Et c'est ainsi qu'est né Microsealer. Donc le système Microsealer, c'est un système qui s'adapterait en sortie de station d'épuration, donc après la dernière étape d'épuration, qui est le clarificateur. Et donc ça serait une succession de systèmes placés en série. Leur nombre pourrait varier en fonction du débit des stations, qui varie d'une station à l'autre. Et donc si on se penche un peu plus proche sur la solution, donc, le premier prototype labo, c'était vraiment pour étudier seulement l'impact qu'a une maille microscopique sur un flux d'eau. Mais la solution envisagée, c'est la deuxième. Donc, le système, c'est une microfiltration sous vide avec une membrane métallique. Et donc, cette microfiltration, elle est concentrique et successive, c'est-à-dire qu'on a une succession de mailles de plus en plus fines, de 150 à 20 micromètres. Et donc, plus la maille diminue, c'est-à-dire 20 micromètres, c'est la plus fine, plus cette maille diminue, plus la surface de filtration sera grande pour garder le flux de sortie d'une station d'épuration. Le but, ce n'est pas de finalement faire un effet bouchon en sortie de station d'épuration. Microsealer, c'est aussi une solution combinée. La sensibilisation prend une part importante. Il faut savoir que les microplastiques ont commencé à être étudiés seulement à partir de 2015, donc la prise de conscience est encore un peu faible et des réglementations et normes se tardent finalement un peu à arriver. Et donc, pour accéder à ces normes et réglementations, on se doit de faire prendre conscience de ce problème. C'est pour ça qu'avec Microsealer, on a décidé de créer un site internet où on relaie quelques articles. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, et notamment pour montrer un peu l'évolution du projet, mais aussi pour organiser des clean walks et sensibiliser au maximum le grand public. Donc Microsealer, c'est tout un écosystème autour, avec notamment pour la partie entrepreneuriale le pôle ETENA qui regroupe tous les étudiants entrepreneurs, et Enactus. Donc avec ces deux sphères, j'ai pu avoir de nombreux cours dans l'entrepreneuriat et dans le développement plutôt business, si je puis dire. L'Eurométropole de Strasbourg m'a également soutenue en créant un partenariat avec une station test, donc la station d'Arenheim, avec laquelle aussi j'ai pu réaliser une quantification des microplastiques. L'Université de Strasbourg a aussi été présente afin que je puisse réaliser cette quantification des microplastiques en laboratoire. Et enfin, l'Université de Montpellier a été présente pour tout l'aspect prototypage. Donc, le partenariat a été créé avec le département de génie mécanique et donc on a pu mettre
à profit ce projet avec d'autres élèves qui ont pu aussi apporter leurs connaissances, notamment plus techniques, qui me manquaient. Donc ensuite, pour continuer, le projet Microsealer, il a pour cible des acteurs tels que Veolia, Suez ou SOR. Et donc, c'est vers eux que dans un deuxième temps, il va falloir que je me tourne, tout en gardant dans ma ligne de mire l'ONEMA et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui sont des acteurs qui seront un levier pour ce projet, parce que sans eux, des réglementations ou des normes ne pourraient pas voir le jour. Donc ils sont à garder dans un coin de notre tête. Donc jusqu'ici, le projet a connu plusieurs évolutions. Donc fin 2020, une étude des besoins des stations d'épuration a été réalisée, suivie de l'obtention de la station test d'Aronheim. Ensuite a commencé à se développer un peu l'association et les premières clean qui sont arrivées sur Strasbourg. En 2022 a été réalisée l'analyse, donc la quantification des microplastiques en sortie de station d'épuration. Puis a débuté l'accompagnement Enactus, donc qui m'a permis de développer un business model, d'acquérir des connaissances et des compétences pour pitcher des projets devant un public ou des appels à projets notamment. Puis ensuite a débuté le partenariat avec l'Université de Montpellier, où une première modélisation 3D a été réalisée, suivie de deux prototypes. Et enfin, donc, j'ai pu partir en recherche en Grèce pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les méthodes de quantification des microplastiques, parce que dans la science, aujourd'hui, aucun protocole n'est établi pour les microplastiques. Et c'est ce qui, en général, dans beaucoup d'études, notamment notre étude sur la vallée de la Thur, pose problème aujourd'hui. Côté résultats, ce projet, en 2022 et 2023, a été lauréat de 2 prix. Le concours Réinventer la planète du cabinet de brevetage EG Conseil et de la CEMIA, ainsi que le prix Coup de pouce Enactus de la fondation SNCF. Et il a été finaliste aussi à 2 concours nationaux sur Paris et a pris part à un salon de l'innovation, le festival Ose Toujours. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, nous pouvons essayer d'y répondre si c'est dans nos compétences. Merci. Beaucoup de chiffres, beaucoup de matériel électronique et tout. Vous avez parlé de pas de microplastique, ça c'était à la fin. Vous avez parlé de nano à l'entrée de Vieuxtanne. Et vous avez évoqué le mot naturel. Vous avez dit des nanos naturels. Est-ce qu'ils sont si naturels que ça, ou est-ce que ce sont déjà des rejets de médicaments et de dentifrice des habitants de la vallée de la Thur? C'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez titré des concentrations par litre d'eau. Mais comme on ne connaît pas les débits, si dans le canal de l'usine, le débit n'est que 10% du débit de la Thur, ben c'est peut-être pas si grave que ça, qu'il y en a plus, vu que ça va être dilué après. Donc, est-ce qu'on a cette notion-là? Et ma troisième question, la Thur se jette dans l'Ill, l'Ill se jette dans le Rhin. Arrivé dans le Rhin, quand ces micro-oxydes arrivent et qui vont se mélanger à ceux fabriqués par les usines suisses, est-ce que c'est du négligeable ou est-ce que c'est important? Alors, première question en ce qui concerne les nanos qui ont été retrouvés en amont. Vous avez sans doute raison, parce que l'amont que nous avons choisi était l'amont de l'usine. Donc, nous, on focalisait en fait sur les nanoparticules fabriquées par Tronox. Donc, celles-ci, on avait exactement leur forme et leur taille.
Et en comparant avec ce qu'on avait dans notre amont, on voyait que ce n'étaient pas les nanos de Tronox. Mais sans doute, vous avez raison de dire que j'ai employé le mot naturel, et peut-être j'aurais dû mettre une parenthèse, parce que oui, effectivement, ça pourrait être des rejets des stations d'épuration, et donc elles ne seraient peut-être pas aussi naturelles que ça. C'est vrai. Mais je me référençais surtout aux nanos de Tronox, c'est pour ça. Alors, deuxième question, les débits ont été pris en compte dans notre modélisation. Donc, quand on a modélisé, donc là, les concentrations, on a pris en compte tout ça. On a pris en compte et le débit de la rivière et le débit, alors dans le canal souterrain, nous avons considéré que c'était quelque chose de fermé. Donc on a essayé de regarder le débit en sortie du canal. Mais c'est vrai que dans le canal lui-même, on n'avait pas d'unité de mesure. Donc on avait fait une simulation, mais là on est en sortie de canal. Et là on a le débit. Donc on a le débit juste en sortie, au point de sortie, et on a le débit de la Ture. Et maintenant, pour ce qui se passe dans le Rhin, alors il est certain que ça va être mélangé avec tout ce qui vient, tout ce qui est transporté par le Rhin, mais là je n'ai absolument aucune idée. Je ne peux pas vous dire oui c'est négligeable ou non ce n'est pas négligeable, parce que j'ai aucune donnée là-dessus pour l'instant. Alors peut-être que ce sera négligeable, oui. Vous êtes focalisé sur le titane. Moi, je voudrais savoir combien de nanoparticules sont susceptibles d'exister dans cet endroit-là. Oula. Et complémentairement, une deuxième petite question. Moi, je suis physicien nucléaire. Pour moi, le titane, c'est Z égale 22. Le calcium, c'est Z égale 20. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des nanoparticules de calcium aussi Ah, bien sûr. Bien sûr. Enfin, il y a une infinité de nanoparticules. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, si l'étude a focalisé sur la production de TiO2, c'est parce qu'on était à un moment où les nano-TiO2 étaient fortement remises en question, ainsi que les nano-aluminium. Et on a focalisé là-dessus parce qu'on avait un projet qui était financé par l'Agence nationale de la recherche scientifique en France, et le projet était sur les nano-TiO2 et le nano-cérium. Le nano-cérium était traité par Marseille, et nous, on a travaillé sur les nano-TiO2. Voilà. Mais il y a une infinité de nanos, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on détecte là, c'est vraiment des TiO2. Alors, ce n'est pas, en fait, on n'a pas comptabilisé en nombre. On a fait une mesure en microgrammes par litre, mais pas en nombre de nanos. Parce qu'en nombre de nanos, il nous faudrait un appareil que l'on n'a pas sur le site du CNRS. C'est pour ça. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible de quantifier en nombre. Alors, on a travaillé sur 1 litre d'eau prélevé, mais plusieurs fois, hein, évidemment, comme je l'avais expliqué. On avait tenté de prélever beaucoup plus, et on s'est rendu compte, parce qu'en fait, lors d'une conférence qu'on avait faite à Milan, les Américains nous avaient dit qu'on ne trouverait jamais de nanoparticules de titane, sauf si on prélevait des centaines et des centaines de litres d'eau. Donc la première campagne que l'on a faite, c'était avec des prélèvements de 5 fois 10 litres, à peu près 50 litres. Et on s'est rendu compte, après coup, que si on prélevait 1 litre d'eau, on réussissait quand même à les observer. Mais ça a été... Alors là, je vous parle en raccourci, c'est comme si c'était très facile, mais en fait, ce n'est pas très facile. Il y a eu beaucoup de débats et il y a eu beaucoup de
d'opposition au protocole qu'on avait mis en place. Pourtant, il a fonctionné sur 1 litre à chaque fois. Oui, je voudrais situer ma question sous un double aspect, un double point de vue. D'une part, le point de vue de l'espèce terrestre qui va consommer l'eau, c'est-à-dire les espèces humaines, bien sûr, mais aussi animales. Et d'un autre côté, le point de vue des espèces qui habitent, dont c'est l'habitat, l'eau, c'est-à-dire les poissons. Vous vous en doutez, je suis moi-même pêcheur. Je n'ai jamais pêché dans la Ture. Par contre, j'ai abondé les pêches à la truite dans la Dolère et dans la Fecht. Voilà. Où le problème est certainement très différent. Alors, le premier problème humain, il y a les eaux de Wattwiller, mais qui sont sous la zone d'influence. Elles sont plus au nord, je pense, puisque c'est une eau minérale bien connue, commercialement bien répandue. Mais il y a certainement d'autres gisements, d'autres sources, d'autres prélèvements qui peuvent être sous la dépendance de la zone que vous traitez, avec ce problème à la fois de plastique et de nanoparticules. Donc, oui. Comment ça se passe avec les eaux minérales? Donc ça, c'est pour l'espèce humaine. Et que disent les pêcheurs, éventuellement les poissons, quand on analyse leur chair gustativement ou scientifiquement, de la contamination qui peut rester suite à ces contaminations, que ce soit par les nanoparticules ou par d'autres éléments, possibilité d'élargir? Alors, pour ce qui est de l'échange entre la nappe phréatique et la Ture, là, il y a un échange constant. C'est-à-dire on a toujours l'échange entre eau profonde et rivière. Et c'est pour ça aussi qu'on a mené cette étude. Parce que s'il y a cet échange, ça veut dire que l'eau phréatique peut être polluée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne les espèces. Alors, moi, je ne suis pas du tout écotoxicologue. Vous avez compris, je fais de la géochimie des milieux, donc je suis plutôt géochimiste et je fais des modèles mathématiques. Je ne fais pas d'écotoxicologie. Cependant, mes collègues qui sont de Metz, du LIEC, sont écotoxicologues. Ils faisaient partie du projet ANR et les collègues de Toulouse aussi. Et eux n'ont pas analysé les poissons. Par contre, ils avaient des crevettes d'eau douce, ils avaient des espèces qui étaient dans l'eau. Et nous avons, alors je ne veux pas faire peur à personne, mais nous avons décelé des modifications génétiques de ces espèces. Voilà. Alors, maintenant, je ne suis pas du tout écotoxicologue, donc je ne veux pas alarmer la population. C'est pour ça que je me méfie toujours un peu de parler comme ça, parce qu'il faut être très prudent. Il faut faire encore des études pour voir un petit peu comment ça évolue. Alors vous me direz, oui, mais en attendant, moi je les mange, mes poissons. Eh bien oui, je sais. Moi aussi j'en mange et j'adore ça. Alors, gustativement, je pense que ça n'aura pas une grande incidence. Alors, pourquoi je dis ça? Les nanos que nous, on a étudiés, ce sont des nanos qui sont destinés aux peintures ou au colle. Donc, les poudres de Tronox sont destinées aux matériaux de construction. Ce n'est pas ces poudres qu'on va retrouver dans nos médicaments ou dans nos cosmétiques. Je pense que... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est dangereux ou pas. Moi, je n'ai pas de calcul de risque. Mais sur les espèces aquatiques, il y avait des modifications génétiques. Et sur les espèces terrestres, on voit que certains vers de terre sont aussi affectés. Voilà. Voilà. Après, attention, hein. Quand on fait des expérimentations labo, dites-vous bien qu'on reconstitue un système et on dope le milieu en nano. Ça veut dire qu'on y va, quoi. On met la dose, on met la dose, on met la dose à certains temps. Mais dans le milieu naturel, on n'a pas ces fortes doses. Dans le milieu naturel, nous avons des faibles doses. Après, il faut voir sur la durée ce que font ces faibles doses. Et là, il faut faire des modèles pour voir ce que font ces faibles doses sur la durée. Mais
soyez prudents quand vous lisez un papier et qu'on vous dit on a détecté, je vous le disais tout à l'heure, on a détecté sur le rat une tumeur parce qu'on lui avait mis de la crème solaire et on a détecté ça. Il faut savoir qu'on a dopé la crème en anneau parce qu'on veut voir, les scientifiques veulent voir comment ça fonctionne. Donc, ils y vont quoi? Ils mettent la dose en labo. Soyons prudents, nous sommes dans un milieu naturel et donc il faut prendre en compte tout ça. Et vous le disiez, monsieur, les débits, c'est important. La physique du milieu est très importante. Par exemple, mon point 3, personne n'a vu. Mon point 3 et mon point 3', ils ne sont pas du tout affectés par les nanos de Tronox. Pourtant, ils sont juste à côté. Pourquoi? Mais parce que la rivière fait un méandre et parce qu'il se passe quelque chose dans le milieu physique. Donc, il faut quand même être prudent. Oui, j'ai une question pour votre collègue. Dans le cadre des nanoplastiques, j'imagine que mettre en place des filtres qui sont capables de collecter les nanoplastiques en sortie de STEP, ça va coûter bonbon, comme on dit. Il est à la mode de fabriquer maintenant des machines à laver qui sont dotées de filtres à nanoplastiques et qui, soi-disant, seraient capables de retenir ceux produits par le linge qu'on lave, mais avec un résultat d'efficacité assez faible. Ma question, c'est, devant le coût que représente la volonté de capter des microplastiques, est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de moins en générer plutôt que de vouloir moins en capter? Je pense que la réponse est claire. Il faut évidemment mieux essayer de moins en rejeter, moins en créer. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup d'habitudes qui sont bien loin de s'arrêter. Et donc, on va dire que ça, c'est un peu l'alternative temporaire, le temps que les habitudes changent. Voilà. Pour les microplastiques, par exemple, on étudie actuellement des micro-organismes mangeurs de ces microplastiques. Ce qui peut aussi, quant au titane, est-ce que si vous faites ces études, c'est que vous êtes persuadé ou que vous avez comme hypothèse que le titane va être toxique, cancérigène pour l'humain, comme les sels d'aluminium ou oui. Sinon vos études n'ont aucun sens. Oui, il faut quand même avoir en arrière-pensée. Il est cancérigène de type B. Il est cancérogène de type B. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, il y a plusieurs classifications dans les effets cancérigènes. Quand c'est type A, c'est sûr, c'est très très fortement. Et type B, c'est moyennement cancérigène. Donc, on sait que c'est cancérigène de type B. Tout à fait. Alors oui, oui, c'est une très très bonne question parce que si vous voyez les progrès qui ont été faits, par exemple maintenant dans les cosmétiques, on a obligé à supprimer le dioxyde de titane. Alors il reste encore, parce que je fais le tour de temps en temps, il reste encore des crèmes solaires où on a encore du dioxyde de titane, mais dans la plupart des crèmes solaires, vous ne le voyez plus. Il est indiqué comme titanium dioxide et en fait, il est absent parce qu'ils l'ont enlevé, ils l'ont supprimé. Ça a été la même chose pour les nano-alu. À un moment donné, vous aviez des chaussettes de sportifs qui contenaient des nanoparticules d'aluminium parce qu'elles retiennent les odeurs. Donc les sportifs ont acheté ça et aussi des déodorants. Et on s'est aperçu finalement que c'était dangereux. Ça a donc été interdit dans tout ce qui était chaussettes parce qu'en plus, ces nano-alu, on les retrouvait dans nos eaux quand on lavait les chaussettes, etc. Donc oui, on fait des progrès quand même. Et donc, ça nous donne aussi un petit peu d'espoir. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, encore? Je pense que c'est la couleur blanche qui plaît beaucoup. Et c'est pareil,
vous savez, pour les médicaments, c'est pareil. Hein. Si on enrobait vos médicaments d'autres choses, ça aurait un autre aspect. Donc, ce serait moins facilement... enfin, voilà. Alors, c'est un petit peu... Enfin, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Vous avez souvent évoqué le partenariat avec Tronox. Donc j'imagine que vous leur avez présenté les résultats de vos travaux. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un impact, des commentaires? Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors oui. Alors les collaborations, moi j'insiste. Parce que quand je fais ce type d'études avec des producteurs de quelque chose qui sont pollueurs, je veux un partenariat parce que je veux que tout soit mis au clair. Donc les résultats, on leur a présentés. Dès les 2 premières années, alors nous on avait été visiter l'usine. Je vous donne un bel exemple. Nous sommes allés visiter l'usine la première fois. Et j'étais avec 3 étudiants, et quand on est ressorti de là, on était couverts de blanc, de particules de titane. On avait la gorge sèche, on avait du mal à respirer. Donc moi, j'en ai parlé au responsable hygiène, sécurité et environnement de l'époque, qui n'est pas le même que maintenant. Et je lui ai dit, écoute, il y a un problème, parce que là, je ne sais pas comment font vos ouvriers pour travailler correctement. Quand on est retourné, ils avaient installé partout des espèces d'aspirateurs, enfin des aspirations, et ils avaient installé des chambres de décontamination dans le hall, ce qui fait qu'ils pouvaient aller régulièrement se décontaminer. Et en plus, il y avait ces aspirations. Et quand on est retourné, le hall était impeccable. Donc, j'avais pas cette poudre blanche, j'avais pas tout cet aspect, cette gorge sèche. Donc, il y avait des progrès qui avaient été faits. Après, il y a aussi des progrès qui se font au niveau des filtres en sortie de cheminée. Et là, nous avons travaillé avec l'INERIS, qui s'occupe des risques... aussi des risques à l'atmosphère, et ce sont eux qui ont fait les mesures, et il y a des progrès qui se font au niveau des rejets atmosphériques. Maintenant, pour les rejets dans l'eau, il faudrait qu'il y ait une réglementation qui nous permette de contrôler et de mettre des seuils. Et ça, on n'a pas encore. Donc c'est pour ça que Clémence disait que c'est important, les ministères sont importants, parce que nous, on demande des valeurs seuils, en fait. Quand c'est possible, maintenant, il faut voir comment ce serait faisable au niveau des nanos. Vous dites c'était mesuré dans l'air, il y a eu aussi quelque chose qui a été fait pour l'air. Est-ce qu'il y a des seuils pour l'air? Non plus. Non, on n'a pas de valeur seuil. Non, c'est ça le problème. Encore une question, peut-être? Non? Bon, je vous remercie beaucoup. Lundi prochain, c'est férié, donc il n'y aura pas de conférence du lundi. Par contre, il y aura la rencontre Épique Époque, jeudi au Planétarium à 18h30, autour du spectacle Cosmos qui aura lieu au TNS, qui parle de la place des femmes en sciences. Donc j'espère vous y voir. Merci beaucoup. Et je vous rends votre clé.